Bienvenue dans toutes les France. Le continent africain est-il sorti d'une logique d'assistanat? Les citoyens africains ont-ils pris leur développement en main? Tentative de réponse dans toutes les France avec nos invités. Tout d'abord, Jean-Philippe Omotunde. Vous êtes écrivain, chercheur en histoire et vous enseignez à l'Institut Africamat. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Madame Rekia Madougou. Vous êtes ministre de la microfinance, de l'emploi des jeunes et des femmes du Bénin. Et vous êtes de passage à Paris pendant une semaine pour présenter entre autres votre ouvrage « Mon combat pour la parole, les défis d'une mobilisation citoyenne pour la promotion de la gouvernance démocratique ». C'est publié aux éditions L'Harmattan. Merci d'avoir choisi Toutes les France pour vous exprimer. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je vous en prie. De l'autre côté du plateau de Toutes les France, monsieur Sanou Mbaye, vous êtes économiste, ancien haut fonctionnaire de là-bas, de la Banque africaine de développement, et vous avez écrit « L'Afrique au secours de l'Afrique », d'ailleurs qui est le titre de l'émission d'aujourd'hui. C'est publié aux éditions de l'Atelier. Merci infiniment d'être avec nous. C'est moi, merci. À vos côtés, monsieur Mouaïla Tiembe, vous êtes, vous, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique qui se situe à Nancy, voilà, en France. Merci, madame, messieurs, d'être avec nous. Alors, on va peut-être commencer par vous, madame Rekia Madougou. Vous avez tout le temps milité pour le rôle de la société civile, pour une meilleure gouvernance, pas seulement au Bénin d'ailleurs, mais pour tout le continent africain. Quelles sont vos idées phares dans ce domaine ? Merci. Vous savez, la méthode par excellence avec laquelle la société civile arrive à faire entendre sa voix, eh bien, c'est celle de la mobilisation citoyenne. C'est pour cela que j'ai voulu partir des combats que nous menons pour laisser une approche méthodologique, c'est-à-dire comment réussir une campagne de sensibilisation, comment réussir une campagne pour des causes nobles, pour des causes citoyennes. Eh bien, c'est la mobilisation citoyenne. Et donc, j'ai décrit dans cet ouvrage les méthodes, les principes, quelle est la voie, la démarche à suivre pour réussir sa mobilisation. Et entre autres, pour moi, le fondamental d'une mobilisation citoyenne réussie, c'est déjà la crédibilité des leaders. C'est-à-dire que ceux qui emboîtent ou en fourche trompette pour défendre une cause, il faut déjà que ce soit des êtres crédibles, de sorte que des gens puissent adhérer à la cause pour pouvoir fédérer le maximum de personnes possible. C'est le premier fondamental. Le second fondamental, me semble-t-il, c'est la capacité à mobiliser les ressources matérielles, voire intellectuelles. Parce que nous avons vu, il y a eu certaines campagnes, nous avons compris que seules nos associations ne pouvaient pas avoir les moyens nécessaires pour ratisser très large. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait identifier des ressources intellectuelles, mais également des personnes, des organismes, des organisations qui ont les ressources financières, mais qui adhèrent à notre cause, qui adhèrent au sujet de nos mobilisations, d'où donc une mobilisation réussie a besoin de la mobilisation matérielle et financière. Alors on reviendra sur le sujet de mobilisation, mais vous savez, depuis déjà un certain nombre d'années, on parle pour le continent africain de gouvernance, de rôle de la société civile, y compris évidemment des intellectuels. Alors qu'est-ce qui a changé au moment où se termine, au moment où l'on va diffuser cette émission, le 12e sommet des dirigeants africains, avec peut-être, et on vient de l'apprendre, une volonté d'un gouvernement intégré, en tout cas de l'Union africaine, regroupant ces 53 États du continent. Qu'est-ce qui a changé, Sanou Mbaye? Mais je me demande s'il y a quelque chose qui a changé, c'est plutôt le laisser-faire, quoi. C'est dramatique. Parce que dans votre introduction, vous avez parlé de cette accoutumance à l'assistance. Oui. Et cette accoutumance à l'assistance, pour l'analyse, ça relève de deux causes. La première cause est interne, la deuxième cause est externe. Et on a trop tendance à parler que de la cause externe. Et comme ça, bon, d'abord, définissons ces deux causes. La première cause est interne, c'est-à-dire c'est l'héritage de siècles d'esclavage, de colonisation, mais c'est aussi une conception de l'exercice du pouvoir. Enfin, la colonisation de l'esclavage, c'est une cause que je mettrais moi, enfin, je ne sais pas vous, mais en cause externe, pas interne. Oui, au continent. C'est-à-dire, c'est l'héritage. Ce phénomène a provoqué une attitude mentale. C'est le reniement des origines, c'est la soumission, c'est une attitude qui n'est pas propice à la prise des décisions. Mais pourquoi c'est venu ça? C'est la conception du pouvoir de l'élite.
vous en avez parlé, les élites sont en totale rupture. La conception du pouvoir de l'élite en Afrique, c'est d'exploiter. Ouais. Donc quand l'Occident est venu pour exploiter, on dit souvent que ces gens-là, en fait, c'est des affidés, des Occidentaux, mais non, c'est des alliés. C'est cette conception du pouvoir qui doit être complètement reversée pour qu'il y ait une sorte de symbiose, d'osmose entre les élites et le peuple. Alors, on va revenir sur vos différents arguments, mais on va s'arrêter sur celui-là parce qu'il est quand même fondamental, la question du pouvoir, de l'exercice du pouvoir et des dirigeants qui, dans beaucoup d'analyses, y compris la vôtre, est source de handicap pour le continent africain, de recul, en tout cas de non-développement. Alors, est-ce que c'est une raison principale, alors qu'on parle aussi d'impossibilité, en tout cas du côté négatif, quand on veut exporter un modèle, y compris politique, d'un continent à un autre, d'une culture à une autre. Jean-Philippe Omotunde. Moi, ce que je dirais par rapport à ce que M. Mbaye vient de dire, ce qu'il vient de dire, c'est très important. Mais il faut mener, je dirais, une analyse saine aussi de la problématique. En tant qu'afrocentriste, je dirais que le problème, c'est que l'Afrique doit aussi maîtriser la terminologie. Parce que les termes co-développement, sous-développement, carbone, ce sont des termes qui sont véritablement construits pour enfermer donc l'imaginaire africain, je dirais, dans une espèce d'assistanat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'homme ne peut pas matérialiser ce qu'il n'a pas visualisé. Et c'est vrai que quand on donne à une population l'opportunité de ne visualiser que le sous-développement et l'assistanat, comment voulez-vous matérialiser, je dirais, l'autonomie? Il ne voit pas que ça. Non, mais attendez, non, mais c'est très important. Vous soyez théoricien et tout. C'est très important. Je prends un exemple. Les citoyens africains aujourd'hui ont accès à tout. Je prends un exemple très simple. Les médias, les articles, la culture. C'est beaucoup plus complexe que ça parce que ça touche à la psychologie. Je prends simplement les livres pour enfants. Quand vous avez des livres pour enfants qui concernent l'Afrique, c'est toujours un petit Africain près d'une case en bois. On a eu des royaumes, on a eu des empires, on n'a aucune histoire qui raconte des histoires de rois, de reines. C'est-à-dire des situations, je dirais, où on est en autorité, en capacité de décision. C'est la faute de qui? Ne me dites pas que les livres scolaires sont publiés en Occident. Je pense que la pensée africaine s'est laissée séduire par la sirène de l'Occident et s'est perdue elle-même. Je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment tirer les conséquences, déjà sur le plan psychologique, de manière à matérialiser demain un certain nombre de choses. Mais est-ce qu'il faut toujours faire justement cette opposition ou cette dichotomie Occident-Afrique, alors que vous savez qu'il y a beaucoup plus d'interactions qu'on ne le croit? Il y a des interactions. Il y a qu'à voir la langue il y a des interactions avec laquelle on parle aujourd'hui. Je le reconnais, c'est tout à fait normal. Mais il existe, je dirais, une particularité africaine qui doit exister en tant que telle. Et il faut que cette particularité ait la possibilité de penser un développement qui n'a rien à voir avec le développement de la Chine, qui n'a rien à voir avec le développement du Mexique, qui a à voir tout simplement avec les bases fondamentales de la tradition et de l'histoire africaine. C'est l'objet de l'émission. Alors, l'autre modèle de développement. Monsieur Thiembe. Oui, pour aller dans le sens de ce que notre ami Mbaye avait déjà engagé, sur la question de la gouvernance dont Madame a parlé aussi, le problème africain, si on le regarde sans tomber dans l'idéologie, il faut partir du moment où il y a eu cette rupture entre le passé des Africains, que ce soit de l'Égypte ou l'esclavage et tout ceci, par rapport à la réalité globalisée d'aujourd'hui, il y a une sorte de fossé. Alors dans ce fossé, il se pose la question de la gouvernance. Quel type de gouvernance s'agit-il? À cause de maîtrise ou d'absence de maîtrise, du moment de passage entre le passé glorieux d'Égypte, etc., et les réalités dures qui sont devant nous, on se rend bien compte que dans beaucoup de pays africains, indépendamment d'autres causes, il y a le problème de la capacité des Africains à se gouverner eux-mêmes. D'accord, donc on en revient aux dirigeants. Quelle est leur part de responsabilité? Pas seulement les dirigeants en tant qu'élite, Madame a parlé des leaders, mais il y a un problème de leadership individuel et la question de leadership collectif. Un individu, femme, homme, ayant des capacités ou naturelles ou acquises de faire des choses, soit par la capacité de parler ou la capacité de conduire, d'entraîner. Ça, c'est un effet lié à ce qu'on appelle le leadership individuel. Mais cette capacité-là d'un individu pour avoir un effet d'entraînement, il faut que la société entière soit dans la même direction. Oui, mais il faut qu'il y ait un système qui le permette, surtout. Mais justement, l'absence de la capacité collective d'une société à être mobilisée autour d'un projet commun entre les leaders et la société, la rupture continue. Ce qui fait que le leadership individuel, on a connu des hommes comme Nkrumah, on parle des Kadhafi aujourd'hui, on parle des grands dirigeants que l'Afrique a connus, je ne peux pas les citer tous. C'est-à-dire qu'à titre individuel, d'un pays à l'autre d'Afrique,
on surgit à titre individuel des hommes et des femmes d'une compétence reconnue, mais qui n'ont pas eu un effet d'entraînement pour sortir leur pays du chaos, dans l'exemple qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est peut-être parce que ce sont des dictateurs, non? Non, mais la dictature, c'était un aspect. Mais c'est-à-dire que, globalement, indépendamment de la démocratisation des années 90, la plupart des élites africaines sont restées dans la conception du pouvoir comme mode de domination, soit par la force, soit par la ruse. Est-ce qu'on en sort aujourd'hui de ça? Parce qu'on a dit, est-ce que les citoyens africains vont prendre leur destin en main? Est-ce qu'on sort de ce modèle, souvent présenté comme spécifique au continent africain d'ailleurs, un modèle où dirigiste, où il y a soit des despotes éclairés, soit des dictatures en tant que telles? Monsieur Mbaye. Mais il faut en sortir. Et maintenant, il y a des possibilités. Vous avez passé au début, quand vous avez dit qu'est-ce qu'il a changé. En fait, ce qui a changé, c'est en dehors de l'Afrique, mais c'est Obama, c'est le phénomène Obama. Parce que les deux causes essentielles, l'une, c'est le complexe d'infériorité, donc des gens qui... Ça, on n'en est pas sorti encore, alors? Non, par la pesanteur de l'histoire, mais on peut s'en sortir maintenant, parce que si, au début, je vous donne j'ai donné un exemple dans le bouquin, le renoncement. Vous savez que, par exemple, 60% de la population cubaine est noire, mais il n'y a que 2% qui se reconnaissent noirs. Vous savez que les Brésiliens, quand ils partent aux États-Unis, ils sont surpris d'être considérés comme noirs. Maintenant, il est temps de revendiquer, puisque c'est une complexe de supériorité qui fait que les gens vont jusqu'à la décoloration de la peau. Mais maintenant, avec l'élection d'un noir à la tête de la plus grande puissance du monde, ça devrait donc servir d'exemple. Mais c'est un problème de couleur ou un problème justement de gouvernance, de rapport au pouvoir, de rapport à la société, de rapport au quotidien, de rapport à l'économie? Ça c'est la cause. Et l'effet, ça c'est la cause. C'est la malgouvernance, la rupture, le divorce entre les élites et les gouvernés. Non, parce que vous avez l'air de dire que maintenant qu'il y a Obama, ça va s'arranger tout ça. Non, j'ai dit... Si des gens ont le complexe de leur peau, au point de penser qu'ils ne peuvent pas assumer l'histoire, et que maintenant qu'ils ont vu Obama, au moins ça le guérira de leur complexe. D'accord. Madame Rekia Madougou. Oui, tout en partageant certains points de vue qui viennent d'être énumérés, je vais marquer quand même une petite rupture en disant que dans certains pays, quand même, en Afrique, des choses sont en train de changer. Je prends le cas du Bénin, que je connais très bien, mais également le cas du Ghana, où l'espoir est permis, avec des dirigeants déjà qui arrivent par la voie des urnes, qui arrivent après des élections bien conduites et qui ont une nouvelle vision de l'Afrique. Cette nouvelle vision qui est non pas de chercher à sortir l'Afrique de la pauvreté, parce que c'est un vocable qui, plutôt que de monter l'Afrique, tire et fait du nivellement par le bas, mais plutôt qui fait, je dirais, une conquête de la prospérité. Aujourd'hui, c'est le cas, par exemple, au Bénin, où des politiques sont de plus en plus développées grâce à la vision d'un président, le président Boni Yahi, qui pense aujourd'hui que l'Afrique peut se développer en commençant par le développement endogène. C'est entre autres ce que fait mon département ministériel avec la microfinance. Parce qu'on se dit que le développement, c'est une approche progressive et progressiste. Et si vous commencez à créer une inclusion financière, c'est-à-dire vous rattrapez les personnes qui sont sorties du système financier... Le système économique en général. Exactement. Vous les dotez de moyens de sorte à ce que ces personnes réalisent des activités génératrices de revenus, eh bien, vous les passez d'une étape à une autre, vous les sortez de l'assistanat. Il faut une infrastructure vous les sortez bancaire. déjà de l'assistanat. Vous les sortez de l'assistanat. Ce sont des gens qui ne vont plus se lever le matin et tendre la main à un cousin ou à un frère qui est en fonction, mais qui vont créer des activités génératrices de revenus par eux-mêmes. C'est déjà un début. Alors, de dire que rien n'a changé, moi, je pense qu'il y a aussi cet afro-pessimisme qu'il ne faut pas qu'on cultive tant que ça. Parce qu'il y a des choses qui changent à des endroits. Il y a même des choses qui sont en train d'être démultipliées. Par exemple, la semaine dernière, il y a eu une mission du gouvernement de la Côte d'Ivoire qui est venue pour copier le modèle béninois en matière de microfinance. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont Donc c'est l'Afrique au secours de l'Afrique, tant mieux. Exactement, c'est de ça qu'on parle, exactement. On n'est pas allé en Europe pour chercher, comme on le fait d'habitude, des messies pour venir changer la situation de l'Afrique, parce qu'ils ont vu au Bénin que la microfinance, il y a eu un programme gouvernemental de microfinance qui a changé la vie de 506 000 personnes aujourd'hui qui sont sorties de l'assistanat à des activités génératrices de revenus. Jean-Philippe Omotunde. Moi, j'ai plutôt un point de vue hyper optimiste pour l'avenir et pour l'Afrique. Et je dirais même que ce troisième millénaire va réserver à l'humanité, par rapport à l'Afrique, de très très bonnes surprises. On sera pas là pour les choses évoluent. Moi, je tiens à dire les choses évoluent. La colonisation et l'esclavage, ce n'est pas ça qui a véritablement posé le problème. Le problème, c'est le récit qui a été fait
de la colonisation et de l'esclavage. Je pense que c'est ça qui pose qui est la pierre angulaire de ce problème-là. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on en revient toujours à ça. Et vous-même, dans votre discours, alors que vous êtes enseignant, vous ne voulez pas le dépasser. Non, je dis simplement que ce n'est pas l'esclavage en lui-même ou la colonisation qui pose le problème, c'est le récit qui en a été fait, selon la technique du verre à moitié vide. Voilà le fond du problème. Il suffit de refaire les choses selon la technique du verre à moitié plein, ça change tout. La deuxième chose, c'est que... En même temps, il n'y aura pas un récit qui va dire la colonisation, mais c'est génial. La deuxième chose, c'est qu'il faut voir la crise financière. On a dit oui, il faut libéraliser le marché. Tout le monde s'est cassé la figure, alors que l'Afrique, depuis le début, disait non, c'est pas possible. Donc on en revient à dire finalement, mais c'est qui l'Afrique? Parce que vous-même, vous contestez le fait qu'on dise l'Afrique comme ça, comme si c'était un tout les économistes monolithique et homogène. Les économistes africains. Il faut savoir que l'Union africaine a pris une très bonne initiative qui a été reportée malheureusement, c'est de faire venir des économistes africains pour discuter du modèle économique de l'Afrique et des projets économiques de l'Afrique, donc pour le 3e millénaire. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que chaque fois qu'on fait l'analyse, par exemple, de la microfinance, cette analyse est toujours positive. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses extraordinaires sur ce continent. Quand on pose maintenant la problématique de la dynamique financière des migrants, de la diaspora africaine à travers le monde. On voit qu'elle contribue au développement d'un grand nombre de pays. L'aide publique au développement donnée par les nations occidentales... C'est qu'elle contribue au développement de l'Afrique, Jean-Philippe. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on a des outils et il existe quelque chose. Il faut justement se dire comment on va utiliser tout ça dans un cadre de dynamique de développement. Et c'est pour ça que la démarche, je prends par exemple la démarche de Madame la Ministre, elle est importante. Parce qu'elle s'occupe à la fois de l'emploi, à la fois de la microfinance. Et les deux sont liés, vous voyez. Et c'est ça qui a de relativement important. D'accord. Alors, monsieur Thiembé, puis monsieur... Mais à condition, bien entendu, de poser les questions correctes pour avoir des réponses positives. Madame a soulevé la question de la mobilisation de la microfinance. Mais c'est un cas d'une expérience de la société civile, parce que les individus n'ont pas attendu l'État pour le faire. Maintenant, si changement il y a, c'est que le pouvoir politique, se rendant compte qu'il y a une expérience dans le vécu des gens qui est un élément de progrès, se réapproprie cette initiative, lui donne la force de la puissance publique. Voilà le fond du problème. À partir de ce moment-là, ce qui était fait par des gens dans leur milieu isolé devient une politique du gouvernement qui peut être généralisée à l'ensemble des populations. En ce moment-là, ce qui était une expérience de la société civile devient une politique publique. Et là, on peut parler du changement dans le sens que l'expérience des gens dans un milieu déterminé, après avoir été incorporée à une politique publique de l'État, et systématisé à l'ensemble de la population, à l'ensemble de la société. En ce moment-là, on peut avoir un effet d'entraînement sur d'autres secteurs que si c'était isolé. Mais vous dites que ça reste exceptionnel quand même, malheureusement. Comment? Mais c'est exceptionnel, je veux dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire exceptionnel? Ça veut dire que toutes les initiatives que les sociétés africaines sont en train d'expérimenter, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans la paysannerie, il y a pas mal d'inventivité dans ces populations qui n'a rien à voir avec le discours politique des gouvernants. Alors, la chance ou le changement, laissez-moi finir des mots, la chance ou le changement, madame a dit, mais il faut sortir du discours que l'Afrique ne fait rien. Non, l'Afrique qui ne fait rien, c'est l'Afrique de l'État, l'Afrique de la société civile. Puisque la vie des gens est liée à leur activité, à leur capacité d'agir, cette Afrique-là, elle bouillonne depuis la nuit des temps. Parce que les gens ne peuvent pas attendre de l'État comme on attendra de l'État ici, même aux États-Unis. Vous avez vu la crise financière, ce qu'elle a fait comme démonstration, c'est que même ceux qui pensaient que le marché était le cœur de la vie, au moment où tout s'est écroulé autour d'eux, ils ont fait recours à l'État. Or, dans les pays africains, compte tenu de la faiblesse de l'État, et même dans certains pays, son aspect un peu, comment dirais-je, confidentiel, fait qu'on ne peut pas compter sur l'État pour juguler des crises du genre de ce qu'on est en train de vivre ici. D'accord. Madame Madougou? Oui, mais une fois de plus, je voudrais préciser que tous les États en Afrique ne démissionnent pas, ne renoncent pas. Il y a quand même de l'espoir. Il y a des États qui prennent leurs responsabilités. C'est le cas du Bénin, c'est le cas du Ghana et beaucoup d'autres qui prennent leurs responsabilités, qui lancent des programmes gouvernementaux qui marchent. Et lorsque ces programmes marchent, ces États ne s'enferment pas. Je vous ai donné par exemple le programme gouvernemental de microfinance qui aujourd'hui va être copié au Sénégal
et en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des missions qui sont venues sur le terrain, qui ont copié le système et qui sont en train de monter des systèmes similaires chez eux. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas que des États qui démissionnent en Afrique. Je voudrais qu'on parle aussi d'États qui ne démissionnent pas, qui ne renoncent pas, mais en même temps aussi qui ne s'enferment pas, parce que l'Afrique, par finir, doit être un tout, en dépit de nos diversités. On doit quand même aussi se soutenir. Les initiatives qui marchent, il faut qu'on les ouvre à d'autres États, parce que de toutes les manières, si les autres États ne s'en sortent pas, avec la migration des populations, on risque de ne pas avoir les impacts escomptés. Bon, alors je dois revenir à Sanoum Mbaye qui a commencé un raisonnement qui nous sert de point de départ du débat et de la discussion, en disant finalement il y a ces critères ou ces raisons internes qui freinent un peu le développement et la prise en main par les citoyens africains de leur développement. Alors vous avez parlé effectivement des dirigeants, en tout cas de la manière d'exercer le pouvoir, pour être plus précis, et quel est l'autre point sur lequel vous vouliez insister? D'ailleurs, non, ce qu'il y a, c'est que le débat là le montre. Ouais. Vraiment chercher les causes, appuyer sur le passé, donner un pays comme exemple. Le Bénin ne peut pas être un exemple. Le pays est un pays membre du CFA. Le CFA, c'est une zone qui est complètement, dont l'environnement est totalement impropre au développement. Alors ça c'est juste pour aller plus loin. Je veux une rupture. Oui. Et cette rupture doit se faire aussi bien au niveau de la mentalité, donc une révolution culturelle, changement radical des mentalités et des études, une rupture au niveau du modèle économique. Et comme Lénine le disait, c'est au niveau, quand il y a des crises profondes, comme la crise qui existe ici, ça arrive une fois par tous les 100 ans, qu'on peut transformer radicalement. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de force. On ne peut pas nier le rapport de force. Présent, il y a un rapport de force qui était le rapport de force égyptien. L'Égypte dominait le monde, le rapport de force grec, et maintenant c'était le rapport de force occidental, et le modèle de développement était un modèle de développement néolibéral. Oui. Il se trouve qu'avec l'arrivée de la Chine, de l'Inde en ce moment... Attention, l'arrivée de la Chine et de l'Inde, mais maintenant, c'est la Mecque du néolibéralisme qui commence à nationaliser ses banques et à demander un renforcement du rôle de l'État. Donc c'est pourquoi c'est au niveau, c'est quand il y a des crises comme ça qu'il faut rompre. Donc là-bas, profitons-en, pour une bonne fois pour toutes, pour rompre avec ce passé qui donne cette Afrique misérable que nous voyons. Et pour rompre avec ce passé, il faut une nouvelle conception du développement, une nouvelle conception de l'exercice du pouvoir et une nouvelle conception de développement. Quelle conception de l'exercice du pouvoir? Si c'est la démocratie, c'est l'ouverture, c'est... Alors justement, sur la démocratie, alors j'avais posé la question à Jean-Philippe Omotoundé, mais il n'a pas vraiment répondu. Est-ce qu'on peut importer le modèle démocratique tel qu'il a été expérimenté, exercé pendant plus d'un demi-siècle dans les pays européens, en Afrique? Même dans les pays européens. Vous savez, le modèle de la démocratie, c'est... il faut vous mettre en tête ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. C'est-à-dire, au début, vous avez les peuples, les sociétés sont concernées par la sécurité, par l'alimentation, par la santé. Après, on va au niveau culturel. Après, intellectuel. C'est là, au sommet de la pyramide, que les gens se soucient de la démocratie. Mais en bas, donc... on va voir. Au niveau de la démocratie, là, il faut l'adapter. C'est souvent une démocratie. Donc vous dites que si on n'a pas les besoins de première nécessité, si on n'a pas le minimum, on ne peut pas, en gros, penser à un système politique évolué à la démocratie. Tel que l'Occident le pense. Parce qu'à cette démocratie libérale, on suppose le citoyen qui est informé. Ouais. Quand vous avez à ce niveau-là 75% d'illettrés, donc là, ce qu'on demande, c'est des élites éclairées. C'est-à-dire, vous avez un programme, ce qui s'est passé déjà en Corée du Sud, ce qui s'est passé. Et ça, soutenu par des gouvernements libéraux. Vous avez un modèle de développement, vous l'expliquez au peuple. Si le peuple adhère à ce modèle de développement, vous continuez. S'il n'adhère pas, on le sent. C'est ça, cette forme de développement, c'est le premier niveau de démocratie. Le deuxième niveau de démocratie, quand les gens peuvent participer, quand ils sont totalement cultivés, qu'on peut venir leur présenter un mode de développement. Mais en tout cas, le premier, c'est donc la lutte contre la corruption, l'ouverture, la liberté de parole, la justice et l'éthique. Et le deuxième, c'est un modèle de développement et il n'y a pas besoin d'enfoncer les portes. Il y a besoin de suivre le modèle de développement que toutes les sociétés ont suivi. C'est-à-dire, il faut d'abord assurer sa sécurité alimentaire. Pour assurer sa sécurité alimentaire, on est obligé de subventionner ces paysans. C'est ce que l'Occident nous refusait. Et maintenant que
c'est possible de le faire, on le fait. D'accord. Alors on va commenter ces deux propositions, en tout cas, ou ces deux problèmes, avec vous, Madame Madougou. Alors la question du pouvoir, encore une fois, vous sembliez ne pas être d'accord avec M. Mbaye pour ce qui est d'une démocratie, j'allais dire progressive, puisqu'il faut d'abord assurer les premiers besoins, en quelque sorte. Non, je crois que vers la fin de son propos, je suis totalement d'accord. Oui. Mais ce que je voulais juste relever, c'est qu'en réalité, on a souvent tendance à dire que la démocratie est occidentale, elle est venue s'imposer à l'Afrique. Je suis désolée, il y a eu des cas en Afrique où la démocratie, déjà dans l'Antiquité, était mode de gouvernance. On ne va pas revenir à l'Antiquité, là, les problèmes sont là aujourd'hui. Non, mais c'est pour dire que la démocratie, en fait, elle ne vient pas comme un cheveu sous la soupe. Parce que c'est aussi la logique de M. Motunde de revenir à des millénaires en arrière, dire que ça allait beaucoup mieux avant. Mais non, mais justement, moi je prends... on peut pas fermer, on peut pas le nier, on peut pas fermer la porte de l'histoire. Il ne s'agit pas de le nier. Oui, aujourd'hui, on cherche des solutions pour aujourd'hui. Non, attention. Pour finir mon propos, bon, ça c'était une parenthèse, mais en tout cas, ça me semblait important. De deux, je suis d'accord avec M. Mbaye quand il dit qu'en définitive, il faut changer de modèle. C'est le président Boni Yayi qui a coutume de dire une démocratie qui affame le peuple est une gageure. Une démocratie qui ne nourrit pas son peuple n'a pas d'intérêt. Ça veut dire qu'on doit pouvoir allier démocratie aujourd'hui à création de richesses, à lutte pour la prospérité. Alors, mais en définitive, qu'est-ce qui est important pour la démocratie? C'est que la démocratie serve un système de gouvernance performant de nature à définitivement mettre l'Afrique sur le chemin du développement. Mais pour rompre avec ces modèles, je pense qu'il faut que l'Afrique se regarde en face, regarde son existant et crée de nouveaux modèles. J'ai lu des études d'un économiste d'Amérique latine qui s'appelle Hernando de Soto. Ces études, moi, m'ont impressionné. Vous savez, l'Amérique latine, c'est des pays qui, aujourd'hui, en tout cas, qui ont connu la situation de l'Afrique et certains en sont sortis. Et ces études ont démontré comment une Afrique, donc je dis bien en partant de l'exemple de l'Amérique latine, comment une Afrique qui a près de 95% de sa population active dans l'informel peut quitter le secteur informel qui n'apporte pas grand-chose à l'économie, peut quitter ce secteur informel et aller graduellement vers le secteur formel, participant à la création de la richesse nationale. Et les modèles sont très clairs et bien précis. Et c'est là où je rejoins M. Mbaye en disant asseyons-nous, regardons l'existant, la situation existante actuelle et voyons quels sont les modèles en fonction donc de nos attentes qui peuvent fonctionner et comment peut-on réellement créer un environnement sain pour le développement en Afrique. Voilà, très brièvement. Moi, ce que je dirais, c'est que déjà, monsieur Hahn, qui est universitaire, l'a dit dans le journal Le Monde, au XVe siècle, lorsque les Européens sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé des sociétés qui avaient atteint le même niveau de développement que les sociétés européennes. Donc, vous voyez, on n'a même pas besoin de remonter. Moi, je vous dis exactement ce qu'il a dit. Maintenant, il s'est passé un certain nombre d'événements historiques qui fait que l'Afrique doit repenser à nouveau son développement, mais sur ses bases fondamentales, culturelles, au niveau de son génie. Et je pense que ce lien avec l'Amérique du Sud est très intéressant, parce que c'est le même questionnement qu'on retrouve aussi au niveau de l'Amérique du Sud. Chose importante, c'est que aujourd'hui, on voit bien que l'Afrique a des atouts. L'Afrique est leader dans de nombreux secteurs d'activité. Au niveau des minerais, au niveau de l'hydrocarbure, on trouve du pétrole. Donc, je dirais que ce n'est pas un problème de ressources aujourd'hui. Maintenant, c'est comment nous allons faire pour créer ce qu'on appelle les petites et les moyennes entreprises. Parce qu'on développe le gros, la technostructure, mais les petites et les moyennes qui assurent l'emploi, qui font la formation, qui font l'activité. Mais moi, je voulais, avant qu'on revienne au développement, on était sur la question du pouvoir et de la démocratie. Le problème fondamental, moi je dirais très simplement, il y a un problème de la crédibilité de l'État. C'est ça le problème. C'est au-delà de l'autorité de l'État. Le problème fondamental, c'est la crédibilité de l'État. C'est-à-dire que le peuple a l'impression que l'élite parle pour elle, mais l'élite ne parle pas pour le peuple. C'est ça qui est extraordinaire. Quand Césaire dit « je veux être la voix des sans-voix », il ne parle pas de l'élite, il parle du peuple. Il dit « je veux être la voix du peuple ». C'est-à-dire qu'il faut que l'élite doit être normalement, parce que l'élite c'est un peu perdu, un peu dans les paillettes, l'élite, sa vocation, c'est d'être au service des intérêts du peuple. Vous voyez, quand on dit « être africain », qu'est-ce que ça veut dire être africain? C'est celui qui fait, je dirais, de sa pensée, de son énergie, de ses compétences, un moteur au service du développement des populations africaines. Vous voyez? C'est ça qui est important. Il y a un décalage qui existe dans la majorité des pays. Bon, alors, M. Thiembe, puis M. Mbaye. C'est un problème d'inventivité qui se pose. L'Afrique avait son passé. Madame a parlé de la démocratie
anciennes ou antiques. Vous savez que les sociétés africaines qui n'avaient pas atteint le niveau de l'État, ce qu'on appelait en anthropologie les sociétés sans État ou les sociétés segmentaires, ces sociétés ont inventé une manière de se gouverner en mettant le pouvoir au service de chaque segment. Le gouvernement des familles s'appelait le clan. Le gouvernement de plusieurs clans s'appelait lignage. Oui. Le gouvernement de plusieurs lignages s'appelait tribu ou ethnie. Oui. Le gouvernement de plusieurs ethnies s'appelait principauté. Il y a des États qui se sont arrêtés à ce niveau-là. Et le gouvernement de plusieurs principautés devenait empire, royaume, etc. Donc, la démocratie dite de proximité, le principe est connu en Afrique depuis la nuit des temps. Oh, enfin, les dirigeants semblent l'avoir oublié complètement. Mais les élites ne sont pas dans cette dynamique-là. C'est ça ce décalage dont nous parlons. Voilà ce qui a été inventé. Alors maintenant, la question, c'est comment, par rapport à cette matrice, c'est-à-dire la vie des gens, dans cet esprit de liberté, dans cet esprit d'avoir le pouvoir plus près du citoyen, qui répond à ses problèmes, qui prend corps avec le peuple. Le décalage est que les institutions étatiques telles qu'elles ont été importées ou instaurées par le pouvoir colonial n'ont rien à voir avec cette dynamique interne. La problématique, c'est comment faire en sorte que, maintenant qu'il y a cette demande de démocratie de proximité, comment réinventer, parce qu'on ne peut pas sortir tel quel le modèle ancien des sociétés sans État dans des sociétés d'aujourd'hui avec pluralité de peuples et des contingences extérieures. Comment réinventer la démocratie africaine pour la mettre au diapason des réalités du monde et des populations d'aujourd'hui. C'est ça qui manque chez les élites africaines en réalité. On n'a pas eu, nous, intellectuels ou tous ceux qui pensent encore en Afrique, y compris la part des dirigeants, de proposer. Moi, je pense que c'est le problème de, comment dire, ce qu'on appelle la faillite des élites. Parce que ceux qui gouvernent, Madame est ministre, bien sûr, elle peut penser, elle vient de produire un livre. Mais généralement, ce n'est pas au chef d'État, au ministre, d'aller penser la société. C'est aux élites de proposer les schémas. Il appartiendra aux politiques de voir dans le débat et dans les projets qu'est-ce qu'elles peuvent tirer comme profit pour en faire des programmes politiques. C'est ça qui manque en réalité. Madame Madougou, oui, en fait, cette problématique, c'est en plein dans le mille de mon livre. C'est ça le centre même de mon livre. C'est-à-dire comment les élites arrivent à mettre à la disposition des citoyens la parole, que ces derniers, en réalité, puissent exprimer une parole qui est prise par finir en compte. Et toute la problématique est là. Dans ce livre, en fait, j'explique la vraie part du peuple dans l'expression orale, la vraie part du peuple dans la parole exprimée. Et le rôle des élites est essentiel. C'est vrai que Madame est ministre aujourd'hui, mais en fait, je suis société civile. Pendant longtemps, en fait, j'ai milité dans la société civile. Depuis quelques mois seulement, je suis au gouvernement. Mais d'ailleurs, ce livre, je l'ai écrit en tant que société civile. Il y a 1 an et demi que je l'ai écrit, bien qu'il vienne de paraître. Alors, là-dedans, c'est réellement comment on donne la parole au peuple. Et il y a eu une expérience fabuleuse au Bénin qui a servi d'exemple et de décryptage pour donner une méthode. En fait, il y a 2 méthodes de monitoring politique qui ont vraiment fonctionné au Bénin et dans d'autres pays africains. Ces 2 méthodes sont les suivantes. La première, c'est ce que nous avons appelé la vigie citoyenne. C'est-à-dire, vous dotez les citoyens de formation, de sorte que les citoyens puissent faire remonter leurs opinions au niveau national. Et nous avons monté une structure pyramidale qui a beaucoup fonctionné. Et puis, il y a la seconde méthode qui est un petit peu inverse. C'est comment les élites sont réellement des modèles, donc la crédibilité des leaders dont je parlais tantôt, et depuis le haut, font redescendre les besoins et surtout les idées de mobilisation. De sorte que par finir, cet ensemble forme une pression, puisque la société civile, en fait, a plutôt des outils de pression. Forme la pression, et puis par finir, les leaders doivent entendre cette pression pour dimensionner leur politique de gouvernement en conséquence et prendre la parole du peuple en compte. C'est mon bail. Mais moi, j'avoue que je suis un peu mal à l'aise, parce que c'est la fuite en avant, quoi. Il faut confronter notre réalité. Nous sommes une société profondément esclavagiste. L'esclavage, c'était dans la division du travail, a appartenu à toutes les sociétés humaines. Mais c'était quand il n'y avait pas de capital initial. Mais cette société africaine, j'ai mis au début là, du livre le Mandem, la charte du Mandem de Soundiata Keïta. Ça date de 1222. Quand vous lisez ça, vous voyez la forme de gouvernance. Tout le monde exploite tout le monde. Le dirigeant qui sera élu de ce peuple qu'on essaie d'idéaliser, il va régner en fonction de sa propre culture, c'est-à-dire
il va se comporter exactement comme les dirigeants d'aujourd'hui. Donc, il faut une révolution culturelle. Il faut faire en face les choses. Quiconque, ça exploite. Tout le monde exploite tout le monde. Et c'est une mentalité. Donc, il faut changer ça. La deuxième chose, c'est que pour changer... Juste là-dessus, mais comment se fait-il qu'on y soit toujours dans ces conflits liés à la culture, à l'ethnie, à un mode de gestion de la société, alors que, visiblement, tous les citoyens africains ont accès aujourd'hui à l'information, aux médias, aux modèles économiques, aux modèles sociaux, aux questions liées à la démocratie. Alors comment ça se fait qu'ils perdurent avec toute la connaissance? Parce qu'en cas d'isolement ou d'autarcie, je veux bien vous comprendre, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie ça? Attention, parce qu'il n'y a pas eu de nous... Aujourd'hui, c'est seulement maintenant qu'il y ait une deuxième opportunité. La première opportunité est venue au moment des indépendances. Il y avait deux écoles. Hein? Il y avait les progressistes qui voulaient des États-Unis d'Afrique. Franchement, si on les avait fait avec la pensée de Nkrumah, de Gamal Abdel Nasser, on n'en serait pas là. Et la deuxième école, c'est ce qu'on appelle les modérés. Ceux-là, ils disaient non, on va y aller petit à petit. Et donc, depuis, il n'y a pas eu de nouveau une circonstance. C'est maintenant la circonstance qui vient, c'est cette grande crise qui va permettre de réformer. Et là, il y a une réunion de l'Union africaine, mais malheureusement, on en revient encore aux progressistes et aux modérés. Ici, aujourd'hui, ce qu'on appelle les progressistes, c'est les maximalistes, c'est-à-dire il y a Kadhafi, il y a le Nigeria qui veulent un gouvernement unique maintenant, et puis il y a ceux qui veulent le progressisme. Au-delà de la forme que pourrait prendre un modèle d'intégration économique et politique, il y a quand même des problèmes sur le terrain qu'il faut régler. Est-ce que le fait de dire finalement un gouvernement d'union, des institutions totalement intégrées, unitaires, vont régler d'un coup tous les problèmes du continent africain? C'est quand même un petit peu... Enfin, dans un raisonnement comme ça, sans être spécialiste, qui semble un petit peu quand même utopique. Oui, absolument. Oui. Mais l'utopie, c'est le rêve qui n'est pas encore réalisé. Oui. Mais c'est-à-dire, vous posez les bases, mais il faut avancer. C'est-à-dire, par exemple, dans la mesure où vous dites que, bon, il faut absolument s'unir. Mais il y a un contexte. On a l'impression qu'on dit on va s'unir d'abord avant de régler les problèmes. Non, attention, attention. Oui. Il y a une crise. La seule solution à cette crise, ce sera la solidarité régionale. D'accord. C'est ce que les Latino-Américains sont en train de faire. Les Asiatiques, on a vu la Chine, le Japon, la Corée, des ennemis héréditaires, maintenant se réunir. On a vu l'Europe. Sur quel fondement aussi? Il faut bien le voir. C'est les fondements économiques avant tout. Économique. Et là, vous me parlez que d'intégration politique. Où est l'économie dans l'affaire? Où est l'économie dans l'affaire? C'est-à-dire que même l'Union européenne, au départ, c'est avant tout sur des fondements économiques. Oui. Et là, on est en train de parler de politique, alors que vous le dites vous-même, il y a un problème de gouvernance, plutôt des systèmes qui ne sont pas forcément évolués en ce qui concerne la manière de concevoir la politique et la société. Donc, pourquoi est-ce qu'on en est toujours à parler politique, alors qu'on sait, si on fait référence à tous les modèles que vous citez, l'intégration est avant tout économique? Absolument, mais il faut l'intégration économique, mais il faut une volonté politique pour faire cette intégration. Oui. Donc, les deux... Non, mais il faut une volonté politique pour l'économie, mais là, ce qui se passe, c'est une volonté politique pour la politique. Oui, absolument. Pour l'intégration politique. Donc, c'est là où il faut changer et proposer des voies nouvelles. D'accord. Bon, la voie nouvelle, la première, cette intégration au niveau de l'économie, qu'est-ce qui gênait? Il n'y avait pas l'exclusion totale de la mobilisation des capitaux. L'Afrique était exclue du marché des capitaux. L'Afrique ne peut pas, aucun pays d'Afrique ne pouvait lever des fonds des marchés des capitaux. Donc, vous étiez l'otage de la Banque mondiale ou l'otage des pays occidentaux pris individuellement. D'accord, donc maintenant, là c'est l'aspect économique, on va y revenir dans un instant. Oui. D'accord. Juste prendre oui, c'est-à-dire que dans là-dessus. Dans le schéma que mon collègue vient d'exposer tout à l'heure, il y a un niveau. Il a parlé de la décolonisation comme un moment qui aurait été mis à profit pour créer une nouvelle dynamique qui a été loupée entre ceux qui s'appelaient ou qu'on appelait les progressistes d'une part et les non-progressistes de l'autre. Mais c'est une analyse. Il y a eu la deuxième phase, qui était celle de la démocratisation des années 90 avec le Bénin. Donc, pour la première fois, les pays africains, en sortant de la dictature du parti unique, ont choisi non pas le modèle européen comme lieu de règlement de différends, mais ils ont choisi un modèle africain de l'arbre à palabre pour trancher la question de comment peut-on, sur la place du village, réunir tout le monde, discuter et chercher les voies et moyens. Je tiens à dire, chaque fois qu'on l'a fait, ça a marché. Mais seulement, il y a eu les conférences nationales, souveraines ou non souveraines, et le Bénin restait comme une référence en la matière. On a eu un lieu où il fallait créer quelque chose. On a des acteurs qui se sont présentés, les églises, la société civile, etc. Mais il a manqué, à mon avis, le projet
même d'inventivité démocratique, parce que c'est à ce moment-là, en réalité, que les Africains, tirant les leçons de la tyrannie, des partis uniques, etc., auraient dû, dans l'exemple que Madame donnait tout à l'heure, réinventer la démocratie africaine à partir des paramètres de l'ouverture sur le monde et en assumant le passé africain. Ça n'a pas été fait. Okay. On a eu les institutions telles qu'on les a aujourd'hui. On voit le retour des coups d'État. Bien sûr, le Bénin, Madame Dirac, c'est une exception. Je l'accepte. Mais lorsqu'on regarde au-delà du Bénin, on n'a pas la sensation que la problématique démocratique a été réinventée de telle manière que les postulats africains, les valeurs africaines de solidarité, de compromis, qui sont les éléments de la vie au concret, soient, réactualisés, réinventés, c'est-à-dire replacés au cœur des institutions, au cœur des normes. Alors, le résultat, c'est que aujourd'hui, indépendamment de la capacité de certains pays à se tirer du bourbier, même si le reste, la plupart des pays africains ne sont pas encore tirés de la situation, on est à la fois entre le schéma de ceux qui pensaient que les conférences nationales allaient servir à quelque chose et qui ont jeté les bases, entre guillemets, d'une certaine manière de se gouverner. Madame a cité le Ghana et bien d'autres pays. C'est une phase. Oui, mais globalement, on se rend compte qu'en dehors de ce carré d'États qui ont fait franchir un seuil, même si ce seuil n'est pas encore totalement la situation reste un peu installée, il y a encore de l'instabilité au niveau de la capacité à se gouverner. Je vais en finir là pour dire que, en fait, le drame de l'Afrique, même s'il y a un effort, même s'il ne faut pas dire que rien n'a bougé, non, il y a l'Afrique qui bouge, mais le niveau politique est le niveau où se réalise le destin collectif. D'accord. Donc vous, alors l'intégration économique dont on parlait justement... Oui, mais l'intégration, l'Afrique a loupé encore son heure en partant du principe que dans les années 60, où il fallait fermer les marchés, découper le pays, créer des zones intégrées, avoir les taxes, etc. On ne va pas revenir en arrière, mais je voudrais avancer un peu parce qu'il nous reste peu de temps et on n'a pas parlé encore du modèle de développement. Si on veut parler du modèle du développement aujourd'hui, au regard de la Chine, de l'Inde, du Brésil, etc., l'Afrique ne peut pas rester bras ballants, regarder le monde passer. Donc il faut s'engager dans la dynamique. Parce que vous avez été un peu long, il faut donner la parole aux autres un petit peu. Voilà, moi je voulais juste dire quelque chose de très simple. J'entends par élite, pas forcément des gens qui ont été faire des études et qui ont des diplômes dans les universités en Occident. L'élite, c'est déjà la personne qui connaît bien les fondements même de son pays. Parce que l'économie repose toujours sur la culture, voyez, sur les fondements même culturels. Et ça, c'est quand même quelque chose de relativement important qu'il faut aussi souligner. Alors, la deuxième chose, c'est qu'au niveau politique, un mandat politique, c'est 8-10 ans. Au-delà, vous voyez, il va falloir instaurer ça aussi. C'est-à-dire que beaucoup de choses changent en 10 ans, et c'est vrai que la possibilité de pouvoir renouveler un mandat politique tous les 8-10 ans, c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte dans le dynamisme même économique d'un pays. Alors revenons sur les aspects économiques maintenant et les possibilités de développement. Vous disiez, Monsieur Mbaye, que il y avait une sorte de tutelle, en gros, de la FMI, du FMI et de la Banque mondiale. Et vous connaissez évidemment le problème parce que vous avez été haut fonctionnaire à la Banque africaine de développement et je suppose qu'il y avait des liens étroits entre ces deux institutions, pour le moins. Est-ce que ce modèle est encore viable, encore, d'imposer comme ça des modèles de développement à certains pays venus d'institutions internationales qui fonctionnent d'ailleurs souvent comme des entreprises privées? Absolument, mais écoutez, l'opportunité de rompre est là. Est-ce qu'on va rompre ou est-ce qu'on ne va pas rompre? En tout cas, l'opportunité de rompre est là, parce que nous rentrons mais dans... c'est surtout, est-ce qu'il y a les moyens de rompre? Mais si, il y a les moyens de rompre. Parce qu'en fait, on était pris en otage. Pourquoi? On était exclus du marché des capitaux. Mais bon, nous avons maintenant un modèle. Je propose dans ce livre-là de mettre en place l'organisation des nations productrices de matières premières au Sénégal, dans le modèle de l'OPEP. Et pour dire que ce n'est pas utopique, il y a une organisation des États producteurs du gaz qui vient de se faire avec la Russie, le Venezuela. Avec une organisation, et là on en revient encore à ce fameux mot solidarité. Solidarité régionale, avec cette organisation, on dispose des fonds et on dispose des dons. Donc on peut se libérer de cet engagement. Le deuxième modèle de développement que tout le monde a adopté, sauf l'Afrique qu'on lui refusait, assurer sa sécurité alimentaire en subventionnant son agriculture.
lire, anticiper le modèle de développement qui va venir, parce que vous savez que le moteur de développement, le premier moteur de développement dans l'histoire de l'humanité, c'était l'agriculture, après ça a été l'industrie, après ça a été les services, maintenant ce sera les services de l'industrie. Donc, c'est investir dans l'éducation en formant des scientifiques, en formant des ingénieurs et en mettant sur place une économie qui est alimentée par des énergies renouvelables propres. Et ça, on a l'eau, l'hydraulique et on a le soleil. D'accord. Alors vous avez fait souvent référence à l'histoire en critiquant évidemment le modèle plutôt occidental qui s'est imposé à l'Afrique. Vous parlez de colonisation, mais maintenant on voit des puissances plus qu'émergentes. Hein. La Chine ou l'Inde qui sont très présentes en Afrique, qui achètent énormément de terres, qui produisent sur place. Alors est-ce que on remplace l'un par l'autre ou est-ce qu'il y a plus d'intervention quand même des dirigeants africains et des citoyens africains dans cette nouvelle configuration? Madame Madougou. Non, je crois que totalement le champ est en train de se libérer et je suis d'accord qu'il faille retrouver d'autres voies, qu'il faille étudier d'autres voies de coopération, de collaboration et surtout aussi de maîtrise de certaines technologies. Et aujourd'hui, ce que font l'Inde et la Chine sur le continent n'est pas à balancer du revers de la main, simplement parce que ça donne le choix. Et moi, j'estime que dans un principe démocratique, quand on n'a plus le choix, eh bien, on devient esclave. Et je pense qu'il faut sortir de tous ces sentiers battus esclavagistes. Maintenant, je voudrais que tout ça, quand même, soit accompagné de mes bémols. Parce que tous ceux qui interviennent dans un système d'assistanat, cela vous renvoie toujours à la dépendance. Et c'est une dépendance qui va peut-être prendre une autre forme parce que l'interlocuteur a changé, mais c'est également une dépendance. Bien que quand même le cas de la Chine, ils sont un peu plus futés. Hein. C'est-à-dire que quand la Chine... Oui, mais futé, ça peut donner les mêmes résultats. Absolument, c'est pour ça que je dis, mettons un bémol. Mais on n'est plus en face d'un interlocuteur qui s'impose comme une toute-puissance. Je ne parle pas de la puissance économique que représente la Chine, mais je parle de l'approche. La Chine, quand elle arrive dans nos pays, elle n'arrive pas en superpuissance. Elle arrive en ami et en frère. Et elle ne vous montre si c'est pas... pour le même résultat, ça serait dommage. Non, j'ai parlé du bémol, mais en même temps, la façon dont la Chine se présente, si nos dirigeants, justement, tirent leçon du passé, ça peut se passer autrement. D'accord. Monsieur Vous savez, les deux dirigeants africains qui ont le plus visité la Chine en ce moment, plus de 10 fois, exactement comme nos gens faisaient la concurrence pour visiter la France, eh bien, c'est Sassou Nguesso et Bongo. Alors donc, la Chine vient... C'est l'ancienne Afrique, c'est l'ancienne Afrique. Vous voyez, la Chine vient et c'est la même chose qui reprend. Quand il y a la Chine et l'Afrique qui est unie, il y a la Chine qui discute avec 50 chefs d'État africains différents. Au lieu que les Africains viennent, quand la Chine discute avec l'Union européenne, c'est la Chine avec l'Union européenne. Quand la Chine discute avec les Asiatiques, avec les Latino-Américains, c'est la région. Nous, c'est individuel. Ça n'évoque rien de bon. C'est en venant en Chine, parce que la Chine a ses intérêts. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que leurs intérêts. Si la coopération avec la Chine se perpétue de cette manière-là, c'est-à-dire si les Africains ne viennent pas en commun avec un projet commun, la Chine défendra ses intérêts et on en reviendra à la même chose. D'accord. Monsieur Thiembe. Moi, je pense que la seule perspective qui s'offre, non seulement à l'Afrique, au monde, c'est le capitalisme à réinventer. Je m'explique. Dans l'état actuel des choses, quelle que soit la crise que l'on connaît aujourd'hui, le capitalisme est le seul système de production de biens et services dont l'efficacité n'est contestée par personne. Ce qui est contesté, c'est que le capitalisme produit les inégalités, la répartition est inégale, et puis il y a des mécanismes d'opacité qui font que les gens peuvent amasser des milliards, les perdre même en l'espace de quelques secondes, et qui étouffent la créativité, c'est-à-dire la répartition des biens. Mais puisque, comme le président Sarkozy a lancé un mot d'ordre, il faut réinventer le capitalisme, les Africains ne peuvent pas se mettre à l'abri de cette problématique de réinventivité du capitalisme comme système de production de biens et services dont l'efficacité est reconnue aujourd'hui. C'est un problème d'appel à l'intelligence
non seulement des dirigeants africains, de leurs élites, pour pouvoir imaginer, parce qu'au fond, on est concerné. L'Afrique ne pourra pas, dans l'état actuel des choses, inventer son système de production qui serait, je ne sais pas, par miracle, uniquement réservé aux Africains, avec des méthodes de marché. Tout ça, c'est utopique. Alors, si vraiment il y a une perspective, c'est de pouvoir s'engager maintenant intellectuellement, politiquement, dans la bataille de réinventivité de ce capitalisme nouveau, à visage humain ou social, etc., qui est le champ de l'avenir. Demain, l'Afrique ne peut pas se mettre à l'écart. Rekia Madougou. Oui, moi je voudrais dire, tout en étant totalement d'accord sur le fait qu'il faut définitivement que l'Afrique s'engage dans une voie d'intégration politique pour servir l'économie, je dois préciser que cette intégration, même politique, ne peut que se faire progressivement. Parce que quand vous prenez le cas de l'Europe, des pays qui n'ont pas fait des progrès ne se sont pas mis ensemble tout de suite. Ils se sont mis ensemble par centre d'intérêt, d'abord parce qu'ils produisent du fer, etc., par rapport donc à leur industrie de sidérurgie, au fur et à mesure. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À chaque fois qu'il y a un pas en avant, ils mettent des critères pour accéder à ce groupe-là. Mais aujourd'hui, les pays africains, chaque État a besoin de faire des efforts pour vendre quelque chose, pour se vendre. Alors, vous n'allez pas demander aujourd'hui à un pays comme le Ghana d'aller s'intégrer avec un pays que je ne veux pas citer parce qu'aujourd'hui je porte une casquette politique, mais enfin, c'est pour vendre quoi finalement sur l'échiquier international? Donc, il me semble important qu'à l'étape actuelle, avant d'entrer dans cette intégration, que chaque pays africain... Oui, finalement, j'ai appris sur le plateau qu'il faut une intégration politique pour servir l'économie, ce que je ne pense pas totalement, parce qu'en définitive, il faut des intérêts forts pour mettre les gens ensemble, et ça, c'est surtout économique, parce que c'est ça qui va sortir nos pays de la pauvreté. Mais enfin, même si il faut une intégration politique d'abord pour servir l'économie, il faut d'abord que les intérêts soient forts au départ, ce qui suppose au préalable que les États africains s'emploient à être réellement dans une dynamique de se mettre dans une intégration. Et pour être dans une dynamique de se mettre dans une intégration, il faut déjà avoir quelque chose à vendre. Et je pense que c'est ça que chaque pays... C'est la dynamique de création des richesses, madame. Absolument. C'est ça le mot. Et c'est de ça que je parle. Si on ne crée pas des richesses, on ne peut rien. Et c'est de ça qu'il s'agit. On va clore ce débat, malheureusement, parce qu'on arrive à la fin. Un mot, Jean-Philippe. Je voulais juste dire, il y a une problématique qui va être résolue, c'est cet achoppement entre le clientélisme politique et la responsabilité même du politique. Et je pense que plus on va réduire ce clientélisme et on va faire monter véritablement la responsabilité, on parviendra à créer l'unité, à créer des organismes. Il ne faut pas croire que ces organismes n'existent pas. Ces organismes existent déjà, mais c'est la vitalité qu'il faut pour les faire exister, véritablement. J'aurais voulu aborder également la question du partenariat entre la France et le continent africain, mais ça fera l'objet d'un autre débat. Vous reviendrez, je vous remercie infiniment. On va rappeler les titres des ouvrages. Donc, Rekia Madougou, Mon combat pour la parole, les défis d'une mobilisation citoyenne pour la promotion de la gouvernance démocratique. C'est publié aux éditions de l'Harmattan. Et l'ouvrage de Sanoum Mbaye, L'Afrique au secours de l'Afrique, publié aux éditions de l'Atelier. Merci à Jean-Philippe Omotunde, à Rekia Madougou, à Sanoum Mbaye et à M. Thiembe. Demain, un autre Toutes les France. Merci de votre attention. Et le débat se poursuit évidemment sur le site de Toutes les France. Au revoir.